Bonjour, je me présente, je m'appelle Catherine et bien que j'ai déjà fait des vidéos il y a très longtemps, en fait j'ai l'intention d'animer cette chaîne à nouveau en lui donnant un nouveau nom. Ah oui, ce que je vous ai pas dit, c'est que si j'ai une voix un peu difficile, une élocution un peu gênée, c'est que en fait en ce moment j'ai un cancer de la gorge qui m'embête bien. Enfin bon, après on a les événements qu'on se crée, mais qui m'embête bien mécaniquement, je veux dire, c'est une gêne pour parler, pour manger, pour beaucoup de choses, parce que j'ai eu des rayons qui m'ont desséché les glandes salivaires et autres, et donc c'est vrai que ça crée quand même des handicaps, hein. Alors, ça m'a pas pris tous mes cheveux, ça m'a pris la moitié simplement. Ça, c'est les rayons, hein. Bon, voilà, il en reste. Il en reste. Voilà. Et j'ai pas peur du tout, hein. Donc voilà, je vis ce que j'ai à vivre, et puis c'est tout. Donc je suis pas là pour me plaindre. Et c'est la vie, en tout cas c'est la mienne. Et je vis ce que j'ai à vivre. Et puis les yeux ouverts, en conscience, et voilà, en remettant chaque jour en question. Hein, la vie, c'est pas un dû, c'est un cadeau. Donc, comme on dit, qui vivra verra. Et là-dessus, voilà, je veux pas de condescendance, pas de pitié, pas de trucs comme ça, hein, parce que c'est pas du tout mon registre. Voilà, je comprends l'intention, hein, qui est d'aller vers l'autre en disant oh, ma pauvre machin. Moi, je suis pas ma pauvre, hein, ma vie, elle est sympa. Voilà, quels que soient les événements qu'on traverse, de toute façon, il y a toujours des choses sympas à vivre et à comprendre. Donc maintenant, je vais vous parler strictement de couture. J'ai une particularité par rapport à beaucoup de youtubeuses, podcasteuses en couture, c'est que j'ai été une professionnelle de l'industrie textile. Donc j'étais styliste modéliste pendant une petite dizaine d'années, les premières années professionnelles de ma vie. Ensuite, j'ai désiré m'orienter vers d'autres voies, et notamment la communication. Bref, c'est toute une histoire. Et à l'époque, il n'y avait pas le chômage, donc on pouvait suivre ses désirs. Enfin, il y avait peu de chômage. Et toujours est-il que donc, toutes les bases que j'ai apprises à l'école, durant mes formations, puisque j'ai bien sûr été formée pour être styliste modéliste, j'ai suivi un cursus de 5 ans en tout, c'est-à-dire 3 ans en patronage, modélisme, gradation, dessin technique, etc. Et établissement d'une gamme de montage, enfin tout ce qui concerne l'industrie textile, la fabrication du vêtement féminin dans l'industrie. Et donc sanctionné par un diplôme de brevet ou bac, je ne sais plus la mention exacte. En tout cas, ça m'a permis de passer ensuite en université. J'ai fait une licence d'art plastique et en même temps, je me suis inscrite dans des écoles de stylisme. J'ai fait d'abord S-Mode la première année, et ensuite je me suis inscrite à une école beaucoup plus réputée, avec une toute petite réputation, mais extrêmement bonne, qui s'appelait le Studio Berceau. Je ne sais pas si ça existe encore, qui était tenue par Marie Ruquier à l'époque. Et donc, et là vraiment il y avait une créativité plus, c'était vraiment une chouette formation, quoi. Donc, forte de toutes ces formations, je me suis ensuite installée comme modéliste, puis comme styliste, puis j'ai créé mon bureau de style. Ça ne me donne pas des titres de noblesse, mais ça me donne un petit peu de sérieux pour parler des patrons, pour parler des tissus, pour parler de pas mal de choses qui se passent dans la communauté couture, parce que je vois beaucoup de gens qui sont débutants et je trouve ça super. Je trouve ça super que des débutants inspirent d'autres débutants, ou d'autres pas débutants d'ailleurs, parce qu'il y a des débutants qui sont tellement enthousiastes et qui ont tellement la pêche, qui ont tellement de charisme, qu'en fait ils embarquent avec eux toute une population de gens qui finalement étaient un petit peu hésitants pour attaquer certaines coutures. Quand je vois par exemple ce qu'est capable de faire Belle Enfant, qui fait des vidéos mais absolument
bluffante. Sa dernière vidéo, je suis restée je crois, au cinéma, quoi. C'est d'une qualité incroyable. Et quand je vois ce qu'elle était capable de faire au bout de 1 mois de couture, je crois qu'elle attaquait déjà des manteaux, avec plein de défauts, plein de bidouilles, hein. C'est pas du tout quelqu'un qui vous raconte la messe et qui vous dit que elle a tout compris et qui va vous donner des leçons, hein. C'est vraiment le règne de la bidouille quand on est débutant et qu'on veut faire tout seul. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça peut être un chemin comme un autre qui peut nous faire comprendre. Vous savez, tant qu'on n'a pas fait toutes les erreurs, on les a pas vraiment comprises. Donc après, c'est bien aussi de temps en temps de suivre des protocoles, des cours, des trucs comme ça, d'alterner les deux. Bref, on fait comme on veut en couture, c'est ça qui est bien. Et puis finalement, tout le monde y trouve son compte. C'est quand même très facile de coudre un truc. C'est quand même très gratifiant parce qu'au bout de 2-3 heures, on peut avoir un vêtement qui tient la route sans jamais avoir touché une machine à coudre. C'est vraiment pas sorcier. Il faut dire que quand on est styliste modéliste, ce qu'on sait le moins bien faire, c'est coudre à la machine, puisque c'est une fonction qu'on nous apprend. On nous apprend les bases, mais on n'apprend pas à être une bonne couturière à la machine, parce que c'est pas le but. On n'est pas destiné à faire ça. Voilà, donc toutes les couturières, il y a des tas de couturières qui cousent infiniment mieux que moi, comme SB Création, ou Sandrine, voilà, ou Gaëlle, l'atelier de Gaëlle. Quand je regarde leur couture, c'est extrêmement bien fait, quoi. Je vois qu'elles ont une pratique exigeante et efficaces. Elles sont vraiment bonnes dans ce qu'elles font, quoi. Bon, moi j'ai pas forcément ces exigences parce que j'ai pas en fait, ce qui fait la différence entre deux couturières, bien sûr il y a l'exigence, il y a tout ça, il y a ce qu'on y met comme intention, mais il y a surtout dans le résultat l'expérience. C'est-à-dire que pour moi, une couturière qui a 3 ans, 4 ans d'expérience et qui travaille, hein, qui fait pas ça à plein temps, c'est une couturière débutante, soyons clairs. Il y en a qui s'imposent comme la référence, je suis la couturière qui va tout vous apprendre. Bon, moi je veux bien, mais ça me fait un petit peu sourire quand même, hein. Parce qu'il faut longtemps pour apprendre ces choses-là, il faut les pratiquer, il faut avoir du recul, donc il faut pratiquer un peu toutes les disciplines de ces métiers pour comprendre la complexité. Alors je voudrais revenir au système des tailles. Le problème des tailles, il y en a deux. Il y a premièrement les magazines ou les patrons qui taillent grand. Pourquoi est-ce qu'on dit que la Maison Victor ou Burda taille grand? Et c'est vrai, si on se réfère par exemple à une taille 40, on se dit, moi dans le commerce je fais du 40, et je vais aller chez Burda ou chez la Maison Victor, qu'est-ce que je vais couper? Surtout chez la Maison Victor, je vais couper du 38 bien sûr. Pourquoi? Parce que le 38, c'est une taille européenne chez la Maison Victor. La taille européenne, c'est pas la taille française. Donc il y a une distinction entre ces deux tailles. Regardez vos étiquettes de vêtements si vous en avez encore chez vous, de vêtements achetés dans le commerce. Vous verrez que la taille française correspond en principe à la taille espagnole, encore que sur certains vêtements c'est plus tout à fait le cas. Ça ne correspond pas du tout à la taille italienne. La taille italienne, pour un 38-40 français, vous allez avoir du 44 italien. Et sur la taille européenne, donc Burda est un magazine allemand, la Maison Victor est un magazine hollandais. Donc tous ces pays-là qui sont font partie des tailles européennes. Hein. Donc c'est une taille normale par rapport à un système de taille qui n'est pas le nôtre. Nous, on a une taille, voilà, quand on achète un vêtement de 40 dans le commerce, encore une fois, il faut aller une taille en dessous au niveau taille européen. Alors, si ça vous fait plaisir de vous dire que vous faites du 38, dites-vous que vous faites du 38 en taille européenne. Mais en tout cas, voilà, comprenons que ce n'est pas notre taille vraiment. Le 38, la Maison Victor n'est pas du 38. C'est largement, et même pour du 40, dans certains vêtements, c'est vraiment surtaillé, je trouve.
C'est des vêtements très grands. Et c'est normal, parce que là, on va toucher au deuxième problème que je souhaite aborder. C'est pourquoi, comment c'est possible que la maison Victor propose un système de taille qui va du 34 au, je sais pas combien, 52, 56. Et bien parce qu'ils font des modèles extrêmement simplifiés, ils font des modèles qui permettent cette gradation. Mais par contre, je ne vous ferai pas une robe ajustée, type les robes de Direndo ne sont pas gradables jusqu'au 56, c'est pas vrai. Donc, et d'ailleurs Direndo aujourd'hui a décidé de faire appel à un technicien spécialiste de la gradation grande taille pour grader à nouveau jusqu'au 56 ces patrons. Et pour ça, ils sont partis sur une autre base. Pourquoi croyez-vous que ce soit n'importe quelle marque de patron, des grandes marques réputées, que ce soit McCall, Burda bien sûr, toutes les marques américaines qu'on connaît, Simplicity ou autres, elles s'arrêtent toutes au 44. Et ensuite, si vous faites une taille de 44 ou 50, je sais pas combien, eh bien vous avez un autre patron. Eh bien, parce que c'est pas la même base, c'est tout. C'est pas pour vous embêter, c'est pas de la grossophobie. C'est pas parce qu'ils rejettent, ils veulent pas habiller les femmes fortes. Non, non, pas du tout. Surtout que 44, 46, 48, c'est pas forcément une femme forte, ça dépend de sa morphologie. C'est pas ça. C'est qu'en fait, il faut une autre base de patron. Ça ne se fait pas sur la même base. En tout cas, ça, c'est dans les codes traditionnels du patronage. Donc, pourquoi beaucoup de patronnières indépendantes le font? Parce qu'elles ne savent pas, parce qu'elles n'ont pas fait de formation, parce qu'elles se sont auto-formées. Et c'est pas pour autant que leurs patrons sont mauvais ou quoi que ce soit, c'est absolument pas un jugement. Mais c'est vrai que vous regardez les patronnières indépendantes, il y en a beaucoup qui se sont formées par elles-mêmes. Elles ont appris la couture comme ça, elles se débrouillent très bien, elles font parfois des patrons super, ça n'a rien à voir avec la qualité finale de ce qu'elles proposent, mais en tout cas, comme elles n'ont pas les bases académiques du patronage, eh bien, d'abord, elles font rarement des modèles très 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 élaborés. Pour certaines, oui, certaines le font, mais certaines aussi s'arrêtent à ces tailles-là. Hein. Certaines savent très bien qu'on ne fait pas un modèle ajusté jusqu'au 56. C'est pas possible, sur la même base, je veux dire. Hein. Vous avez des marques canadiennes qui proposent, par exemple, des vêtements du 3 mois ou 18 ans. Mais vous ne croyez pas que c'est sur la même base, quand même. À partir du moment où on met plus de couches, on n'est pas... on n'est pas sur la même base, déjà, entre bébé et enfant, c'est déjà pas la même base de patronage, et puis que enfant et ado, c'est pas non plus la même base. Donc, ils proposent toutes ces tailles, mais avec différents patrons, bien sûr. Donc, c'est pas possible de grader du 3 mois au 56. Vous voyez bien ce que je veux dire. Donc, c'est pas... je pense qu'il y a beaucoup de couturières débutantes qui font cette erreur de jugement, de dire « Ah, bah c'est bien, voilà, qui font jusqu'au 56. Vous voyez, ceux-là, ils sont bien. Et ceux-là, c'est pas bien. » Bon, il faut arrêter ça. Arrêtez de montrer du doigt ceux qui ne le font pas. Ceux qui ne le font pas, ils ne le font peut-être pas parce que tout simplement, ils ont fait une formation traditionnelle et qu'ils ont des patrons qui ne sont pas adaptables comme ça, en poussant 1 cm à chaque fois. Ça, c'est valable pour les robes avec un empiècement et hop, des volants et c'est parti mon kiki. Ça, vous pouvez le grader indéfiniment. Puisque je vous dis, c'est comme une toile de tente, quoi. Il n'y a pas, c'est pas ajusté, donc il n'y aura pas de problème de tomber qui sera mauvais. Mais en fait, entre un 44 et un 54, on a clairement changé de morphologie. Les masses de graisse ne sont pas aux mêmes endroits, et d'ailleurs, selon les personnes, la morphologie n'est même pas forcément la même, parce qu'on peut avoir des très gros seins. Souvent, quand on a une taille importante, on a souvent une poitrine importante, et le reste à l'avenant, ça peut être du ventre, ça peut être des hanches, ça peut être... Enfin bref, selon sa morphologie, il va falloir adapter
les patrons de toute façon, souvent. Mais sur la même base, ça ne se fait clairement pas dans l'aspect traditionnel académique. Maintenant, peut-être que sur certains patrons, c'est possible. Si votre robe est en jersey, bah oui, ça va s'adapter. Si vous mettez des élastiques dedans, oui, ça va s'adapter. Si vous avez des patrons extrêmement simplifiés, oui, ça va s'adapter. Mais si vous avez des patrons complexes et ajustés, eh ben, ça sera pas une bonne idée de vouloir faire à partir de la même base du 34 au 54. Voilà. Donc, moi j'ai acheté le dernier Fibre Mood, et décidément ils dérogent pas à la règle, c'est-à-dire que toutes leurs robes sont presque toutes pareilles, hein. Attention, on va s'envoler, quoi, hein. Donc si vous avez une silhouette à qui ça va bien, bah, c'est cool, mais très vite ça fait voilà, ça peut faire montgolfière, quoi. Alors, je vous disais donc que mon fort n'était pas la couture à la machine, parce que c'est là où j'ai moins d'expérience qu'en patronage ou qu'en stylisme. Néanmoins, je sais coudre quand même, hein, ça va, je veux dire, j'ai été formée sur des machines industrielles. Il y a quelques années, quand j'ai habité Paris, parce que j'ai passé presque toute ma vie à Paris, il y a 10 ans, je suis descendue dans la région de Toulouse. Et puis, il y a 2 ans, on s'est installé du côté de Bordeaux, où il pleut comme qui pisse, comme presque chez tout le monde actuellement. Donc là, on est à la campagne, dans un bel endroit. D'abord, ce que je porte la blouse qui était dans le supplément Modes et Travaux en collaboration avec Superbison. Je me suis aperçue en faisant cette blouse, c'est la blouse Plumety. Je vous la montrerai en gros plan tout à l'heure. Je me suis dit, ah bah tiens, ils n'ont pas dû faire de formation eux non plus. Je ne sais pas qui est la créatrice de Superbison. Mais j'ai vu que les pinces n'étaient pas du tout couchées du bon côté. Si vous voulez, il y a des choses qui se font dans la tradition, il y a une façon orthodoxe de faire les choses en couture. Et en fait, ils ont couché la pince en haut. Alors d'habitude, elle se couche toujours en bas. C'est une espèce de loi. C'est comme ça. En patronage, on couche les pinces vers le bas. Il y a certainement des très bonnes raisons. Enfin, je pourrais vous en citer. Ne serait-ce qu'au repassage, c'est hyper logique de la coucher vers le bas. Bon, là, elle est couchée vers le haut. Si vous essayez de la coucher vers le bas, vous verrez bien que vous allez avoir un gros trou, quoi. C'est pas possible. Naturellement, elle ne se couche pas vers le bas. Donc ça m'a fait sourire. Sinon, elle est bien. Moi, j'évite de porter des décolletés trop importants parce que j'ai une petite tuyauterie là que je ne souhaite pas dévoiler. Je fais aussi en ce moment des patrons plutôt avec manches longues et avec les jambes couvertes parce que je suis un petit peu décharnée et que j'aime pas trop ça, quoi. Donc je camoufle un peu et je fais des manches longues, je fais des pantalons ou des jupes longues. Comme je suis grande, je fais 1m75, que j'ai des grandes jambes, ma taille le supporte bien, quoi, d'avoir des jupes longues ou des robes longues. Bref, je vous montrerai tout ce que je fais. Pour vous raconter donc un petit peu mon parcours en couture machine, il y a quelques années, quand j'étais à Toulouse, j'avais besoin de faire des choses pour la maison. J'avais besoin de faire un dessus de canapé pour protéger des griffes des chats, parce qu'on avait un truc en cuir et qu'on a des chats un peu mal élevés. Et donc j'ai commencé à acheter une machine chez Lidl, les machines de marque Silvercrest, qui étaient très bien d'ailleurs, que j'ai donné à une amie, mais qui était tout à fait correct, surtout pour le prix, quoi. Vraiment, c'est impressionnant. Et
Donc j'ai utilisé cette machine, et puis comme je me suis bien prise au jeu, et bien quelques temps plus tard, je ne sais plus combien de temps, j'ai eu une Bernina série 7 avec un module de broderie. Donc ça, c'était très sympa. Ensuite, je me suis équipée avec un logiciel de broderie, etc. pour me donner plus d'autonomie. C'est vrai que ça prend beaucoup de temps quand même. C'est quand même, il faut s'y consacrer vraiment, parce que ces logiciels-là, c'est un peu des usines à gaz, quoi. Donc quand on y met un doigt, on y met beaucoup plus qu'un doigt. Et donc la Bernina, au bout de 5-6 ans, a commencé à me montrer plus que des signes de faiblesse. C'était au bout de 5 ans, elle a commencé à être complètement désynchronisée. Elle ne voulait plus faire de boutonnière, s'arrêtait en plein milieu un coup sur deux. Les broderies, elle me les faisait, les petites broderies incrustées dans la machine, hein. Je veux dire, pas celle avec le module de broderie. Parce que le module de broderie, c'est un truc extrêmement simple. Donc ça le faisait parce que c'est un programme à part. Mais la machine elle-même, avec ses points de broderie, était complètement désynchronisée, quoi. Et je peux vous dire que la série 7 était peut-être une série fragile. En tout cas, c'est une série... J'ai une 750 QE, qui coûte quand même un bras, hein, même deux, par rapport aux Bernina d'aujourd'hui, les séries 3-4, là, je peux vous dire que c'est 3 fois le prix, quoi. Et ben, il n'y en avait pas qu'une des Bernina en réparation, hein, je peux vous dire, il y en avait une bonne dizaine, hein. Donc, il ne faut pas non plus penser que c'est la Rolls. Moi, je pensais que c'était la Rolls au début. Bah, la Rolls, ouais, mais la Rolls made in Hong Kong, quoi, hein, parce que les Bernina, sauf les hauts de gamme série 8, elles sont toutes faites en Asie, comme le reste. Ça ne veut pas dire que c'est de la merdouille, hein, mais bon. Donc, c'est un système qui date, quand même, au niveau technologique. C'est décrit comme étant cher pour ce que c'est. Ça, c'est selon les techniciens. Bon. Et c'est vrai que les accessoires sont chers, il faut le savoir quand on s'équipe d'une Bernina. Donc, faut être prêt si on veut s'équiper de trucs. Par exemple, j'ai un pied pour poser de la ruflette, là, des fronces. Bah, je ne sais plus combien c'est, franchement, mais c'est cher. Voilà, si vous voulez un pied pose-biais, enfin bon, le pied de téflon doit être une 50aine d'euros. J'ai des pieds à broder avec les règles à quilting, doivent être à une 100aine d'euros. Bon, il n'y a pas que la machine qui coûte cher, quoi. Il faut savoir qu'on met le pied quand on va chez Bernina, c'est un engrenage. Vous êtes obligé d'acheter des canettes Bernina qui coûtent quand même assez cher. Moi, je les achète chez Stecker, je les achète par 20 parce que c'est beaucoup moins cher quand on les achète par quantité. Elles sont à 50% de réduction chez Stecker. Bref, et donc c'est un investissement. Après, il y a des choses compatibles, hein, chez Bernina. J'en parlerai plus en détail. Donc, comme j'étais un peu déçue et que je n'osais plus faire confiance, même après la réparation, je n'osais plus complètement faire confiance parce que je voyais qu'il y avait quand même des choses qui n'étaient pas complètement fiables. J'ai voulu m'équiper avec une machine industrielle. Et j'ai acheté une Janome 670p que je vous montrerai. Je vous ferai une petite vidéo pour résumer les qualités et manques peut-être entre ces deux marques. Janome, elle est présentée comme une machine semi-professionnelle. Bon, c'est clairement pas une machine industrielle, hein, ça n'a rien à voir, mais elle est pas mal du tout. Et en plus, je trouve qu'elle est très jolie, elle a une très belle esthétique. Donc voilà, c'est la machine de Capucine dans Cap & Casse. Donc quand j'ai vu sa vidéo, que j'ai vu sa machine, je me suis dit tiens, ça a l'air pas mal ça. Bon, finalement, c'est pas tout à fait aussi bien que ce que je pensais, mais elle est franchement pas mal du tout. Donc, je reviendrai, je vais vous montrer donc ma blouse Plumty.
que je trouve sympa, que j'ai fait dans une viscose. Donc j'ai fait en plus une espèce de lavalière amovible, qui est juste une bande. Ça fait très orange pétard. Donc j'ai fait, voilà, je vais faire un biseau de chaque côté. Je le mets là, parce que comme ça, voilà. Ça m'évite des questions indiscrètes si jamais. Parce que je sais pas, quand je me penche ou autre, je vous dis qu'on voit j'ai une chambre d'implantation. Et je veux pas, voilà, qu'on voit ma tuyauterie, qu'on me pose des questions là-dessus. C'est quelque chose de... Voilà, qui m'appartient, on va dire. Et bien j'espère que cette première entrée en matière vous plaira, vous apportera des éclaircissements sur la taille des patrons, le système de gradation, et puis peut-être que vous serez curieux d'en savoir plus sur les patronages et autres. Voilà. Donc je vous remercie, et puis si vous souhaitez vous abonner, liker, machin, vous connaissez la chanson, ça sera avec grand plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bon, si c'est un peu trop technique, peut-être que je ne pourrai pas vous répondre au cas par cas, mais j'essaierai en tout cas. J'essaierai, voilà.